Alors, qu'en est-il pour ce séminaire qui a donc pris de l'ampleur? Les cabinets sont présents, quand même, ce qui montre un peu leur... voilà, Isabelle Richard va arriver avec la ministre et reste. Vous avez vu Lionel Collet tout à l'heure, qui est le conseiller spécial d'Agnès Buzyn, qui lui va passer la journée demain avec nous. Yann Bubien arrive également tout à l'heure. Il y a une partie à la DGOS qui, donc Cécile Courrèges, sera avec nous cet après-midi et conclura notre réunion cet après-midi. En plus, avec un certain nombre d'informations sur le PHRC ou des choses assez concrètes, donc elle annoncera. Et demain, c'est Benoît Vallée, que nous connaissons bien, qui vient pour la séance un peu prévention. Donc, si vous voulez, on a pris du volume et dans l'esprit, moi, je ne me fais aucune illusion, on va être obligé de rendre annuelles ces réunions de CHU dans les années qui viennent, compte tenu des enjeux de ce qu'on nous demande. Voilà. Alors, oui, vous voulez faire quoi? Il n'y a pas de pepper. Vous croyez? Oh, le pepper. Ah, c'est pour l'ordre du jour. Ah bah oui, alors le petit secrétaire qui est là va vous faire ça très bien. Voilà. Donc, alors si je résume, vous devez avoir vos programmes, enfin moi je le connais par cœur, on a à peu près 1 heure entre nous de conférence plénière. Vers 11h20, on va se répartir en fonction des thèmes qui ont été retenus à la suite de Toulouse et que nous avons conservés. Alors ça a été un peu... Voilà, la CPU, les présidents d'université ont accepté de travailler en ce sens. Je ne sais pas si ça couvre tous les enjeux, mais en tout cas, ça ouvre pas mal de discussions. Ici aura lieu le CHU en réseau. En clair, c'est la question du CHU dans son territoire, que ce soit du GHT à la région, etc. Et c'est un sujet qui, visiblement, est le plus important en ce moment. Dans quelle dimension travaillons-nous? Comment nous associons-nous à l'université qui n'a pas forcément la même vision territoriale que nous, du tout. Donc là, il y a un vrai chantier qui se décline de X façon. Ce thème sera travaillé ici. Alors donc, on va se mélanger entre les 3 conférences. Avec, j'ai adressé un diaporama qui sont les notes des 3 finalement réunions avec la CPU. Je vais vous donner mon avis et qui servent de base en quelque sorte, une première base pour discuter tout à l'heure. Donc le groupe qui sera ici aura à charge de nommer 1 ou 2 rapporteurs et de travailler sur ces diapos pour les faire valider par le groupe, éventuellement les nuancer, les compléter, etc. Et présentera en début d'après-midi ces quelques diapos. Voilà l'objectif d'aujourd'hui, on s'est bien calé entre conférences, n'est pas de faire des propositions formalisées, mais d'essayer de voir les chantiers sur lesquels nous souhaitons travailler. Et ça correspond à la lettre de mission qui n'est pas venue comme ça par hasard, qui avait été concoctée par les 2 ministères, les 2 conseillers. C'est de dire, les CHU, c'est important. Nous ne voulons pas avoir une mission extérieure au CHU, comme ça aurait pu se faire en nommant un IGAS, un je ne sais pas quoi, voilà, un accordéon, pas quoi. On va laisser les conférences, puisqu'elles ont l'air de travailler ensemble, essayer de faire des propositions d'un minimum de consensus, ou de lever les sujets qui sont intéressants. C'est-à-dire que lundi, les 2 ministres nous ont en quelque sorte confié le ballon pour qu'on joue avec. Ce qui est une réponse, je pense que c'est un peu inespéré parce qu'on ne va pas se faire imposer un truc, mais ça va en contrepartie nous obliger à avancer de façon concrète. On a 11 mois pour faire des propositions. Et je peux vous dire que le travail entre différentes conférences n'est pas simple, parce que réunir tout le monde, avoir une continuité des acteurs, puis commencer à écrire. On a commencé par quelques diapos, ça sera vraiment le début, mais il va falloir développer et faire un texte qui prenne du relief. Ça va donc nous obliger, on va en parler en interbureau, à avoir une technique de travail dans l'année qui vient pour arriver à Poitiers avec des choses construites. Et je pense que les ministres reviendront à Poitiers, mais avec un certain nombre, oui, non, on lance tel chantier, on ne lance pas, etc. etc. Donc, plus il y a d'idées aujourd'hui, il faut déjà valider ce qu'on a fait, qui n'est sûrement pas parfait, très loin. Rajouter éventuellement des idées, c'est le but des groupes de travail, c'est aussi le but de la plénière cet après-midi, c'est-à-dire qu'on parte au moins sur une base commune aux différentes conférences, une sorte d'assise, même si elle n'est pas très étoffée encore, et qu'on progresse dans l'année qui vient. Donc cet après-midi, il y a 3 thèmes qui sont nos 3 thèmes. On commence par le CHU en réseau, animateur territorial. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, je crois que c'est le label CHU. En gros, est-ce que tous les services sont hospitalo-universitaires ou quels sont les critères retenus pour qu'un service le soit? Et c'est un sujet d'actualité. On parlait hier des universitaires mis au Havre, par exemple. On a des discussions. Comment fait-on? Quelle masse critique? À l'inverse, est-ce que tout reste CHU? Allez, Suzy, approche-toi. Ne reste pas au fond. Viens là, juste devant. Allez.
Oui, oui. Et ensuite, il y a le statut HU qui est la troisième thématique. Alors, Label et CHU auront cet après-midi une demi-heure, parce qu'avec la venue de la ministre, ça nous bloque, je vais vous expliquer, une heure et demie, entre les entrées, les machins, bref. Et le dernier point, c'est plus ouvert, c'est sur la recherche. On aura deux topos, l'un d'Antoine, ici présent au titre du CNCR, qui est là. Je vois pas grand monde parce que j'ai les projets dans le... Et puis aussi une petite étude du GIRCIS de stratégie finalement mairie, d'association mairie sur une région. Et puis on laissera donc Cécile Courrèges conclure. Voilà, donc c'est une journée clé aujourd'hui. Si on en ressort avec des points rediscutés et un peu consensuels entre nous tous, c'est ça là-dessus qu'il va falloir travailler. On communiquera vendredi dessus quand on aura fait. On va faire un petit communiqué de presse entre vendredi entre midi et demi et 2h pour l'annoncer. Et c'est parti dans l'année. Ça veut dire que ça va être une tâche importante pour nous à mener. Bon. Les 6 conférences sont invitées, les 6 présidents ou présidentes, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr nos 3 conférences de CHU, la CPU, c'est-à-dire que le ministère a de facto intégré pratiquement les présidents d'université dans notre réflexion, mais aussi les doyens de pharmacie et d'odontologie. Donc cet après-midi, quand la ministre va venir, alors en clair, elle arrive au train de moi le quart, dont je connais l'horaire par cœur. À partir de 3h30, nous devons arrêter nos travaux, libérer le premier rang. Il y a un certain nombre, le recteur, le préfet, enfin, les visites ministérielles vont occuper le premier rang. Bien. Les présidents de conférence vont l'attendre à l'entrée. Alors on ne sait toujours pas si elle vient à pied, quand même un long trajet, ou si elle vient en voiture, ce qui va faire 3 fois plus de temps. Et quand elle rentre, moi j'ai un mot d'accueil à donner. Alors on vient de voir en plus, j'essayais de le faire assez court, mais il paraît qu'il faut que je salue toutes les personnalités qui sont présentes, et elle va recommencer à le faire. Pour moi c'est du temps gaspillé, mais c'est les us et coutumes de la République. Donc je vais suivre, on est en train de reboucler sur le protocole. Et quelques mots, j'ai assez généraux, vous voyez, ça va être court. On l'écoute pendant 10-15 minutes. Et après, donc on sera 6 présidents de conférence. Il y en a 4 qui vont poser chacun une question. On a travaillé les 15 derniers jours sur ce sujet. J'ai pris celle qui un peu restait, mais qui me va bien. Ce sont en premier les liens université-CHU. Il y a une deuxième question qui est posée sur l'animation territoriale, sera posée par Jean-Pierre De Witte. Une longue question sur recherche qui va de la fondamentale, comment l'organiser, jusqu'à la valorisation, les SAT, je ne sais pas ce qu'elle aura le temps de répondre en 5 minutes, qui sera posée par Gilles Roussel, qui est le président de la conférence des présidents d'université. Je ne connais pas encore, mais qui finalement a bouleversé son agenda pour venir, pour dire que ça prend du relief. Et non pas le président de la commission santé, Yvon Berland, que vous connaissez, mais avec lequel on a commencé à travailler très bien. Et la dernière question sera posée par Jean-Luc Dubois-Randé sur l'enseignement. Parce qu'il y a énormément de réformes sur l'enseignement, quels moyens, comment aider, parce que ça nécessite des moyens. Donc 4 questions, et je pense que si ça ira bien, elle repart, elle prend le train à 5h15. Donc elle fait vraiment l'aller-retour pour nous. Et à 5h, on reprendra logiquement le label, le statut, la recherche, et Cécile Courrèges. Demain matin, les conférences classiques, notamment les directeurs généraux, ont souhaité qu'on garde un temps finalement de travail commun sans les gens extérieurs. Donc on s'en est tiré, on a trouvé un compromis. On fera un petit déjeuner de travail ici à partir de 8h moins le quart jusqu'en gros 9h15. Ça nous permettra déjà entre les conférences, sur la base de ce qui aura été dit aujourd'hui, finalement d'avancer, de dégager un calendrier de travail et une méthode. C'est en gros ce qu'il faut faire demain matin. À 9h30, on attaque la réforme du 3e cycle. Alors là, il y a un topo de Benoît Schlemmer, puis un de Mathias Alberton qui donne les grandes lignes et l'état actuel de la phase socle. C'est la DGOS qui le fera. Et après, on a invité un peu tous les représentants des différentes associations. Le but, il est essentiellement non pas de dire « ouais, à tel endroit, il manque ceci dans telle discipline », mais de dire « la réforme, elle est là ». Et quels indicateurs on choisit pour en améliorer le suivi, éventuellement l'adaptation. Voilà le sens. Et puis après, il y a une dernière session sur la prévention. Benoît Vallée démarrera. Et ensuite, donc, François René fait venir Philippe Amouyel, qui est santé publique et ancien directeur de l'Institut Pasteur. Et puis, il y aura Éric Legrand. Donc, j'espère que ça va pas être trop court pour lui, parce qu'à midi, il faut vraiment arrêter. Voilà. Et on se sépare demain à midi et demi. OK ? C'est bien ? Voilà. Des questions ? Non ? Ça vous va ? Oui, François. Michel, pour demain matin à 8h moins le quart, ce sont les 3 conférences dans leur intégralité ou les bureaux ?
dit qu'on faisait les 3 conférences, mais c'est DG, président de CME, doyen. C'est-à-dire qu'on revient sur le modèle traditionnel, qui à mon avis ne va pas résister longtemps, parce qu'il va falloir ouvrir, même si c'est le cœur, il va bien falloir travailler. Mais tout le monde est invité. Oui, voilà. Comment tu envisages dans l'année à venir le travail avec les représentants de la CPU ? C'est bien la question qui se pose, c'est-à-dire que, pour être très franc, on a senti des résistances des directeurs généraux, finalement, à voir les présidents d'université trop près, avec des inquiétudes exprimées en termes de gouvernance. Le rapport de la Cour des comptes fait état de gouvernances différentes pour les hôpitaux universitaires en Europe, par exemple. Voilà. Je pense qu'ils ont tous lu ces quelques lignes, même si elles ne sont pas reprises comme proposition dans la Cour des comptes, c'est quand même sur le papier. Et donc, il y a une inquiétude assez vive des directeurs généraux qui disent voilà, qu'en est-il ? Donc moi, je pense que ça vient petit à petit, en déminant les choses, en expliquant qu'on ne peut pas réformer un CHU uniquement sur le H, et qu'il faut forcément discuter entre nous, et que c'est qu'en se connaissant mieux qu'on va apprendre à se respecter, à construire ensemble. Il y a de tas de fausses idées du côté de l'université vis-à-vis du domaine santé, mais il y en a, mais il faut voir un peu ce qu'on entend. Donc c'est à nous d'être assez transparents, assez ouverts, d'expliquer la qualité de ce qu'on fait, peut-être de mieux la tracer, l'encadrer, et là on sera respecté, à mon avis, plus dans l'université. Oui, je vais tester la parole. Donc moi je joue le jeu de l'ouverture, parce que je pense que c'est le seul. De toute façon, on n'a plus le choix, puisque depuis lundi, c'est les ministres, voilà, ils sont. Il y a même la pharmacie et le donto. C'est pour ça que je pense que demain, les choses vont vite et qu'il vaut mieux prendre la main et s'entendre. Et la dernière réunion qu'on a fait, honnêtement, le climat changeait, pour ceux qui y étaient, voilà. Et je pense qu'on a commencé à dire à l'université, bah oui, mais vous faites ça, mais vous, sur le plan du territoire, c'est comment ? Puis comment vous vous réorganisez ? Enfin, on a commencé à avoir un dialogue qui est un peu plus partagé, ça vient, et c'est ce qu'il faut. Moi, selon je me méfie, pour l'année qui vient, c'est simplement de la réalité, la régularité de la réflexion et des rencontres. Parce que là, on était un peu à chaud pour préparer Nancy, les ministres, tout le monde s'est un peu calé. Mais dès qu'il va y avoir une baisse de pression, c'est... Voilà. Ouais, moi, je voudrais juste un petit commentaire là-dessus. D'abord, je voudrais remercier Michel sur le travail qui a été fait dans cette discussion avec la CPU, parce que petit à petit, finalement, on a vraiment imposé les présidents de CME comme leader du jeu. Et ça, c'était pas gagné à l'avance, mais c'est vrai que la chronologie des différentes réunions qui sont plus ou moins bien passées avec les DG et doyens ont fait que, assez habilement, Michel a amené les présidents de CME à prendre la baguette là, et c'est nous qui orchestrons le truc là maintenant. Et je pense que c'est vraiment, on a un rôle à jouer en tant que président de CME dans cette discussion-là et sur l'invention de nouveaux modèles, etc., etc. Sur la place des DG, moi, je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Michel, c'est pas facile, mais je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait d'autres interlocuteurs, en plus de ceux qui sont présents comme DG, qu'il y ait d'autres DG, je veux dire, qui s'impliquent, qui sont peut-être un peu plus proches de leurs universités, ça et là, et qui sont bien impliqués avec leurs universités dans les discussions. Et ça, je pense qu'il y a un travail à faire aussi au cours de ces assises pour que l'ensemble des DG se rendent compte du travail qu'il y a à faire, franchement. Oui, alors je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a quelques personnes qui ont l'esprit éclairé et qui ont bien compris et qui sont à l'écoute. Puis il y a ceux qui sont ouverts, mais derrière, tu sens le blocage complet avec des limites. Donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, dans tout ce débat, je suis un peu étonné de l'absence, on va dire, du rôle des doyens. Parce que c'est quand même eux qui devraient être théoriquement un peu le go-between, C'est des collègues, ils sont très proches de nous, je dirais, sur le plan du profil professionnel. Et ils ont effectivement comme référent hiérarchique les présidents d'université. Et je trouve, à chaque fois qu'on les a rencontrés ou qu'on les voit dans des contacts individuels, ils ont une position qui, je trouve, n'est pas très claire dans le dialogue qui est en train de se nouer entre le CHU et l'université en termes de prééminence. Et je ne sais pas si tu as eu des contacts clairs ou une position claire de la conférence des doyens par rapport au débat là, dont on parle. Alors, du côté de la conférence des doyens, Jean-Luc Dubois-Randé a été présent chaque fois et est rentré dans un esprit d'ouverture systématique, à favoriser les choses. C'est ce que dit Antoine. Nous, on est sortis au bon moment parce que dans la discussion,
Nous, président de CME, on est universitaires, on a tous fait carrière, on a des degrés divers, donc on comprend très bien l'université. Et du fait de nos fonctions, on connaît bien l'hôpital aussi. Et dans cette difficulté du dialogue, on est apparu plus naturel, quelque part, entre directeurs généraux et présidents d'université, plus naturellement des liens que les doyens eux-mêmes, qui sont quand même tout à fait dans la réforme des études médicales, une approche territoriale qui n'est pas bien calée encore, je pense, pour l'instant. Et là, quelque part, on a pris un peu leadership. Puis Nancy organisé, bon voilà, donc mais ça va durer ce que ça va durer, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le feu. La conférence des doyens est présidée par Jean-Luc Dubois-Randé, mais en janvier ou février, il lâche sa présidence à Jean Sibilia. Ils ont prévu de faire un demi-mandat chacun. Voilà. Et on verra ce que fera Jean. Le style sera peut-être pas le même non plus, mais enfin je pense qu'on sera sur une forme de continuité quand même de réflexion, mais enfin pas plus avec les mêmes personnes, donc il faudra qu'on voit. Et juste je vous dis ça, mais dans les réunions, Djilali Hanan, qui est réapparu au bureau de la conférence des doyens, nous a semblé hyperactif, quoi. Voilà, et hyperactif avec des visions de temps en temps que moi j'ai dû un peu bloquer parce que je trouvais que c'était même un peu dangereux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc faut être quand même vigilant. Je suis un peu Djilali, j'aime beaucoup, il a énormément d'idées, mais il nous propose des choses alors qu'il sort de 5 ans finalement de pouvoir d'une certaine façon. J'étais un peu gêné de temps en temps de certaines de ses réflexions. Oui, d'abord effectivement merci Michel, parce que la dernière réunion à l'hôtel Scipion, c'était pas évident à manager. Je rejoins Antoine. La place des présidents de CME qui n'était pas très évidente et s'est affirmée un petit peu plus. Alors, je veux rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Moi, j'ai quand même une petite inquiétude de la dualité doyen-président d'université. Et il faut qu'on soit vigilant sur cette histoire, car j'ai encore vu passer une convention d'association. Il y a 14 GHT autour de Paris, là. Et CH et U. À chaque fois, je fais barrer et je remets CHU. Parce que, non mais, voilà, la dernière fois, j'ai fait la tête. Tout le truc qui avait été signé auparavant par le doyen, le président d'université, je dirais pas d'où, mais je pense que ce n'est pas complètement finalisé. Et en plus, je ne comprends pas très bien, à Scipion, moi j'ai trouvé qu'il y avait une petite discordance quand même entre ce que disaient les doyens et ce que disaient les représentants des présidents d'université. Il faut quand même choisir parmi les présidents d'université ceux qui sont le plus emblématiques. Et je pense que Yvon Berland à Scipion était relativement, enfin, je trouve, pas consensuel, mais enfin, allant dans la bonne direction. On a commencé avec Antoine très chaud au mois de juin, donc, et là maintenant c'est mon cher Michel, mon cher Yvon, enfin bon bref, ça a complètement changé. Mais je te réponds sur le CHEU. Oui, je te réponds Noël sur le CHEU. Moi je fais simple. Hein. D'abord on s'est mis d'accord entre conférences, c'est pas CHEU, c'est pas CHRU, c'est CHU. Point. Et le courrier des ministres c'est CHU. Bon, donc on va faire simple. Et il faut garder cette appellation. Terminé. Voilà. Oui, avec toutes les nuances qui sont là. Comme tu n'as pas bien entendu, Yvon Berland, on l'a bien ramené dans le jeu. C'est ça que je disais. Et c'est du tricotage qu'on a fait. Donc il y a Yvon Berland, Manuel Tunon de Lara, Olivier Labou, le président de Nantes, qui est très impliqué. Voilà, Patrick Lévy, Grenoble, un petit peu plus en retrait. C'est les 4 personnes avec qui il faut travailler. Donc voilà à peu près l'état d'esprit, la stratégie. C'est-à-dire qu'il va falloir que notre réunion de conférence de décembre va être essentielle. Et je pense qu'il faut garder du temps pour vraiment faire le point sur le calendrier. On va se retrouver en novembre prochain à une vitesse grand V. Hein. Et donc il va falloir. Et moi je pense qu'il va faire de vraies réunions de travail, voire des séminaires aussi intermédiaires de travail pur, hein, pour un truc formel comme ça. Mais voilà, je pense que c'est vraiment. Voilà. J'en profite là donc pour vous donner. Alors dans la suite des informations. Il y a des modérations de séance qu'on a placées. Cet après-midi, j'avais 2 noms suggérés. Noël, donc je t'ai mis pour modérer la session sur le statut hospitalo-universitaire. Le but des modérateurs, ce sera avec Marc Braun, qui est le doyen de Nancy, que Jean-Luc a nommé, c'est vraiment d'écouter le rapporteur et ensuite de reprendre finalement les principaux points en ouvrant la discussion point à point sur les diapos pratiquement et d'arriver à conclure dans les quelques minutes de votre demi-heure, donc c'est compté.
faudra s'habituer à travailler comme ça, donc de valider le maximum de choses. Voilà. Et puis demain, j'ai associé pour le 3e cycle Alain ici présent, puis Philippe qui fera un peu, je vous expliquerai le 3e cycle, et Suzy pour la session prévention. Voilà. On essaie de dispatcher un peu, alors il y a peut-être qu'ils ne vont pas s'y retrouver, j'essaie de faire au mieux pour couvrir le maximum, mais compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de sessions, c'est difficile. Voilà. L'autre point que j'aborde très rapidement, je vais me situer moi-même. Donc vous savez que je suis en phase d'élection, de réélection. Donc moi j'ai pris ma décision définitive. Je postulerai à la vice-présidence de la CME de Nancy en janvier prochain. Et pas la présidence, volontairement. D'abord parce que j'ai le courrier de la DGOS qui est extrêmement clair et qui m'autorise à continuer à présider la conférence, il n'y a aucune difficulté. Donc je suis couvert du côté administratif. Deuxièmement, c'est difficile, je vous l'avais déjà dit, de faire la présidence nationale en étant actif et d'être un établissement qui en plus, dont le contrat de retour à l'équilibre pour passer le COPERMO va s'accentuer. Enfin, je crois qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà. Et puis, je pense que la mission qui va nous échoir là va encore mobiliser un peu plus. Donc, je me suis mis d'accord avec Christian Raveau et ça sera comme ça, je vous le dis. Il n'y a pas trop de difficultés parce que dans mon collège, vous appréciez comme vous voulez, mais il y a 12 candidats pour 12 postes. Donc, c'est le collège des non-chefs de service, non-machin, hein, c'est ça, le 3e collège. Voilà. Et en général, comme c'est le collège des chefs de structure. Donc, non mais je le dis parce qu'il n'y a pas un suspense colossal et je pense que globalement tout le monde est d'accord avec cette vision. Je ferai un peu le territoire aussi. Enfin bon voilà quoi. On trouve voilà. Donc c'est réglé comme ça. J'en profite avant de faire le tour des autres conférences. Vous pouvez continuer à travailler. Juste un petit point sur les filiales. Alors je change complètement de sujet, hein, mais sur les filiales à l'étranger des CHU. Alors on en avait parlé. Philippe est intervenu, d'autres. Alors, donc, l'histoire est la suivante. Emmanuel Macron, à l'époque ministre, a fait sa fameuse loi, c'est les bus Macron, un certain nombre de choses, de mesures. Et dedans, il y a la possibilité pour les CHU d'ouvrir des filiales à l'étranger pour un peu assurer la promotion des activités de CHU, enfin, universitaires au sens large à l'étranger. Très bien. Et on a attendu un décret. Alors, le décret a été revu par Bercy avec des critères extrêmement stricts pour chaque établissement qui veut faire ça, des critères financiers, pas plus de 1% de déficit sur X années, enfin c'est des critères complexes, ce qui fait sur 30 CHU, en gros il y en a une bonne dizaine qui rentrent dans les critères, je fais simple, mais c'est ça. Bien. Alors après, on s'est dit oulala, moi par exemple, Nancy n'y est pas, Strasbourg non plus, enfin je ne sais pas où vous en êtes de vos 12 hôpitaux, j'ai plus la liste en tête exacte. Et puis le sujet est donc réapparu il y a un mois à peu près, en gros, où on a appris que la conférence des DG, la commission internationale que préside Christophe Gauthier, directeur de Strasbourg, s'était emparée de ce sujet, Jean-Marie est là, et avait fait une proposition de texte pour mettre en route ces filiales. Dans un contexte, je vais vous donner mon avis, contexte que je trouve, je dis devant Noël, dommage, parce que j'ai appris, moi, il y a 3 semaines, que l'AP-HP avait déjà développé sa propre filiale seule. Okay. Je ne fais pas de jugement de valeur, c'est factuel. Effectivement, la mise en route sur un établissement, c'est fait, passage en instance, sur un modèle qui vous appartient. Je trouve ça... Je vais revenir. Alors, les autres CHU, les 29 autres, se sont fédérés. C'est le sens de la démarche de Christophe Gauthier, en disant on va finalement faire une structure porteuse et chaque CHU pourra développer lui-même en s'appuyant sur cette structure finalement collective, qu'il soit éligible ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un système complexe qui a été mis en place. Alors il y a 2 modèles reconnus dans le décret. Là c'est une société privée à action simplifiée, je ne sais pas quoi. Il y a un modèle économique classique et qui a été utilisé. Donc les CHU éligibles sont actionnaires et ceux qui ne sont pas éligibles actuellement, on considère qu'ils le seront plus tard, donc ils sont bons pour action, enfin ils ont un statut intermédiaire. Ce qui fait qu'il y a des instances où il n'y a que ceux qui sont actionnaires et puis il y a des instances où il y a tout le monde autour de la table pour gérer ce truc. Et normalement, c'est donc pour donner, chaque CHU peut arriver avec son action et ça l'aide finalement à s'organiser, ses porteurs, qu'ils soient éligibles ou pas. Je pense que la démarche est très bonne parce que les fédératrices, etc. Le fédérateur s'arrête malheureusement aux marges de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce que je dis à Noël, hein, c'est un point, moi j'ai découvert après coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que s'il y a un gros appel d'offres international, on risque d'être concurrent de facto entre la structure des 29 CHU et celle de la PHP. Et ça,
je pense que, je peux comprendre que vous avez fait votre démarche, vu la taille et tout, mais quelque part, je pense que, enfin, puis j'entends dire beaucoup. Je n'ai pas de commentaire à faire particulier, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Cela dit, alors, quand on a lu ces textes, alors c'est Philippe qui a, parce que ça passe en CME, CTE, etc., les médecins, alors que ces formations, recherches et les objectifs du décret apparaissent pas. Alors, ça a été un peu la révolution, on a dit qu'on ne votait pas, etc. Je suis allé voir Christophe Gauthier il y a 10-12 jours à Strasbourg rapidement, j'ai fait l'aller-retour, et avec son juriste, d'abord qui m'a expliqué un peu le cadre de la fameuse société privée à action simplifiée, où la gouvernance en fait est calée et on ne peut pas trop y déroger. J'avais 2-3 remarques sur le conseil de surveillance, apparemment il n'y a rien à faire. On a obtenu 2 choses, on a obtenu qu'il y ait donc un conseil médical, qui rassemblera tous les présidents de CME et qui verra toutes les actions proposées dans ce cadre discutées avec donc un avis du collège médical. Il faut un coordonnateur. Bon, je pense que c'est très lourd. J'aurais préféré qu'il y ait un truc stratégique commun. Ça me semblait beaucoup plus efficace. Mais dans les règles, on ne peut pas mélanger entre l'autoporteur administratif. Enfin, voilà. J'ai proposé que le président de Jean-Pierre De Witte ou son représentant soit systématiquement présent, ou les porteurs de projets dans notre assemblée médicale, ce qui me semblait logique pour qu'on ne délibère pas comme ça dans le vague. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une possibilité au conseil d'administration d'avoir des invités, qu'on nous le soyons. Voilà, ce qui a priori est accepté. Ça ne résout pas ce qui, à mon avis, est essentiel, c'est la stratégie de la France dans l'exportation, dans la valorisation internationale. L'université n'est pas présente, parce que c'est un texte hospitalier. Je trouve que quand même, avec la discussion qu'on a eue avant, c'est bancal, moi je l'ai dit. Donc on doit discuter en interbureau tout à l'heure, de savoir si au sein de l'interbureau, nos conférences, comment on fait pour essayer de coordonner un peu les actions internationales entre l'hôpital et l'université. Je ne vois pas comment ça va être possible autrement. Alors déjà, j'ai dissocié entre province, j'oserais dire, et Paris, puis en plus, voilà. Donc je pense que le truc part, on s'est dit qu'on allait le faire démarrer parce qu'il y avait besoin. Les médecins maintenant ont leur place, mais je pense que ça va réévoluer dans les 2 ans qui viennent. Moi, je ne me fais pas trop d'illusions. Merci Michel. Peut-être que tu vas répondre à la question que j'allais poser. Non, moi je voulais savoir, puisque vous aviez fait le cheminement autonome avant à la PHP, quelle avait été justement la part des professionnels de santé et des médecins en particulier dans votre projet. Parce que si ce qu'on nous dit est si vrai que ça, qu'on n'avait rien à voir, je suppose que vous à la PHP, ça aurait dû être la même chose, puisque les textes sont les mêmes pour tout le monde. Alors l'histoire est compliquée, elle a démarré il y a plus d'1 an, plus d'1 an et demi même. C'est quasiment à mon début de présidence de CME. Et l'histoire a démarré par le SAMU et par la demande de 3-4 grosses villes internationales pour construire des hôpitaux et avoir un projet médical. C'était dans le projet médical. Et donc c'est là que Martin Hirsch a proposé de faire cette filiale internationale collant à la loi Macron. Moi, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose de génial. Il y a eu du retard à l'allumage qui a été fait au niveau des autres DG, très clairement, par rapport à cette histoire. Et pour dire très honnêtement les choses, tout le monde était dubitatif. Il y a eu, au niveau du vote de la CME, l'adhésion était... alors d'abord, il y en a qui sont contre le fait de faire de l'argent, voilà, enfin, il y a tout un mélange politico, machin, parce que moi, j'ai une CME qui va de la droite à l'extrême gauche, donc ça a été extrêmement difficile à faire comprendre. Déjà, il y a eu cette première phase. La deuxième phase, on reste, pas en suspicion, mais on se demande jusqu'où ça va aller. Il y a des constructions d'hôpitaux qui se font, et c'est là-dessus, ça a été surtout sur des programmes d'hôpitaux en construction, Vietnam, je ne sais plus où, enfin bon, et c'était moins sur le projet médical. Et ensuite, les gens ont demandé le projet médical. Et un des facteurs déclenchants, ça a été le SAMU. Surtout après les attentats et tout ça, le SAMU de Paris est demandé partout, dans le monde entier, pour savoir comment répondre. Même à New York, ils ont fait une conférence, tout ça. Et c'est parti, un des trucs de la filiale internationale, c'est parti aussi sur le SAMU, hôpitaux de Paris. Donc je ne crois pas qu'il y avait une histoire de rincé, mais ça correspond. Mais après, bon, moi je n'étais pas au courant de... Voilà.
je pense que dans n'importe... Voilà. Oui et non. Oui et non. C'est ça qui est le piège. C'est que le coup est parti avec la filière internationale et après on demande à la CME de fournir les... voilà. Alors, aux hospices civils. Oui, en tout cas, moi, à mon avis, c'est un truc au total un peu à la française, un peu hétérogène. Excuse-moi, Olivier. On va en parler tout à l'heure en interbureau. Donc à Lyon, on a été aussi sollicité. En particulier, il y a un très très gros travail sur une construction d'hôpital et une organisation de filières de soins en Guinée-Conakry. Et il y a eu un duo corps administratif et médecin, avec une présence médicale très forte. De la même façon, on a été sollicité officiellement via le ministère des Affaires étrangères pour Dubaï et Abu Dhabi. Et là, la mission a été uniquement médicale, c'est-à-dire que c'est moi qui ai représenté l'institution. Donc je veux dire, il n'y a pas de toute façon dans ce genre de projet, c'est juste impossible qu'il n'y ait pas les médecins. Alors, je pense qu'il faut, sur le plan opérationnel, vos réflexions sont justes, il faut dissocier deux choses. Le cas où un CHU est sollicité et est capable d'assumer. Donc dans ce cas-là, c'est une discussion interne entre médecins, spécialistes, etc., dans lequel il est logique que les médecins soient... Là où le problème risque d'être plus compliqué, c'est quand c'est des spécialités qui nécessitent plusieurs CHU, parce qu'elles sont rares, ou les compétences sont rares, ou des projets particuliers pour lesquels on veut être à plusieurs. Et c'est là où j'ai insisté pour que la coquille nationale nous intègre, qu'on ne se fasse pas imposer par des directeurs qui connaissent plus ou moins, finalement c'est un tel, donc on soit présent. Mais ce créneau de coordination nationale face à des projets d'un peu d'ampleur, là, je pense que c'est un truc qu'il faut retravailler. Ça serait idiot qu'on arrive dans un pays. Alors, vous imaginez l'ambassade qui est en train de canaliser. Il y a déjà la PHP d'un côté, les CHU. Enfin, je veux dire, voilà, à terme, c'est un truc qui est délétère, quoi, je pense. Quand même, Michel, le nœud de l'affaire, il est juridique. C'est savoir s'il est possible de modifier le texte. C'est Bercy, j'imagine, qui a les manettes. Et intégrer dans le groupe de pilotage stratégique. Là, il faudra répondre aux appels d'offres. Les médecins en font partie ou pas. Si on n'est qu'invité, ça pose un énorme problème. Non, il nous a été proposé, il y a un texte qui est arrivé il y a 4-5 jours, parce que finalement ça devait être le lendemain, il est arrivé il y a 4-5 jours, qui institue vraiment un comité des médecins que nous formons ici, et devant lequel tous les projets passent pour avis. Donc, et puis normalement, moi j'ai demandé à être invité au comité stratégique. Alors nous ne pouvons pas siéger, et je pense que c'est la loi, puisque nous ne portons pas administrativement la responsabilité de l'hôpital. Ce qui fait qu'on ne peut s'inviter, etc. Et c'est la difficulté, puisqu'on engage les finances de l'hôpital. Donc il y a un engagement financier. Suzy ? Non, juste une précision, Michel. Le décret n'a pas été adopté. C'est une proposition pour l'instant. Le décret, c'est une proposition. Tu as vu passer adopté ? Peut-être un point complémentaire, la filiale décroche un contrat, il va ensuite être décliné dans différents établissements, plusieurs quand c'est une discipline rare, etc. Mais à ce stade-là, chaque établissement est souverain, peut donner un accord ou ne pas suivre. Et là, évidemment, les médecins, les CME, sont très directement impliqués dans la décision qui est prise. Donc il y a de toute façon au niveau local ce verrou qui engage les médecins. Ma question était pour les projets vraiment d'ampleur, surtout que c'est des domaines quand même, formation, recherche, vraiment, il n'y a pas que du bâtiment technique, il y a des choses vraiment fonctionnelles. Bon. Tout à fait, ouais, voilà. Alina, oui, parce que puis je vais faire le tour des conférences. Alors, j'ai juste une remarque, puisque personnellement, je suis allé en Chine. J'ai été impressionné de la politique étatique, de coopération planifiée dans le temps, avec une vision, etc. Et nous, en face, on arrive quand même en ordre dispersé, et j'ai été impressionné de la faiblesse de notre pilotage central. En particulier, quand même, sur des questions qui parfois sont éthiques.
C'est-à-dire dans quel pays on va et dans quel pays on ne va pas. Et quand on se retourne vers le ministère, j'ai été impressionné de la faiblesse des réponses au niveau ministériel, quand même. Oui, moi je crois que ce que tu dis c'est essentiel, on devrait avoir une structure de coordination stratégique, pas uniquement technique ou financière, qui finalement fait un chapeau pour que le CHU soit dans les critères, on n'y soit pas. Je pense qu'il faut aller vers ce stratégique. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure en interbureau. Et tout le monde est d'accord d'ailleurs avec le principe. Alors après, il faut définir quelque chose. Et le problème, c'est de ces structures, ces sociétés libérales d'action simplifiée, c'est qu'elles ont une gouvernance assez étroite et restrictive. C'est le problème, c'est que c'est pas très adapté, c'est l'outil du décret, mais c'est pas très adapté à ce qu'on souhaite faire. Donc, est-ce qu'on fait quelque chose à côté? Et ça devient juste un outil dans le cadre d'une politique menée différemment. Moi, je pense que ça serait le plus intelligent à faire. Mais après, voilà. Puis ça permettrait peut-être de coordonner et d'éviter de nous battre ou d'être concurrents. Voilà. On va peut-être changer. passer, Je vais tourner un peu parce minutes. qu'il me reste 20 minutes. Il nous reste une petite demi-heure pour finir les sujets. Voilà. Je vais me débrouiller. Donc, 2-3 petites informations par ailleurs. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un nouveau président de CME, qui est le président de la CME de Brest. Voilà. Donc, je pense qu'on va l'accueillir, qui était un orthopédiste, responsable d'une unité. Voilà, je crois que c'est important. C'est important parce que ça, c'est des choses qui se passent. Bon, le nouveau président de la CME de Nancy, ça sera peut-être plus simple. Et vous savez qu'en 2019, on va être échelonné, puisqu'a priori, je pense que l'élection d'après, c'est à Limoges en fin janvier 2019, et qu'on est toujours échelonné tout au long de l'année, et que c'est compliqué. Ça nous renverra un point que je vais aborder tout de suite, parce que vous êtes pas tout à fait, on a passé le mi-mandat, mais donc vous êtes plutôt chaud, même ceux qui étaient dans leur nouveau mandat, et que les gens qui arrivent, c'est compliqué de rentrer dans la logique de gens qui discutent de sujets sur lesquels ils sont effectivement très au courant. Donc faut suivre un peu, c'est compliqué. Je pense à M. Troussard qui est arrivé un an après nous, hein, voilà. Et donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir, puisqu'on savait que c'était au milieu, hein, à Brest. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien que cette spécialité, en plus, soit représentée avec nous. Alors justement, bon là j'ai une très lourde tâche parce que Sylvia est bloquée avec mon directeur général à Lyon, donc je vais la remplacer. Ça va pas faire la même chose, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller parce que moi j'avais beaucoup de retard dans mon train, donc j'ai lu tous les documents qu'elle nous a envoyés, donc je vous en parlais. Mais avant, on peut avoir un espoir, on va aborder un point très rapide parce que justement ça me renvoie à la discussion qu'on a eue, qui est une question qui a été posée par toi. À quand donc je résume ta question, mais tu vas la reposer. C'est je ne comprends pas qu'on fasse voter un EPRD en décembre, puisque nous n'avons pas le bilan financier annuel et nous n'avons pas les tarifs 2018. C'est ça? Donc je vais répondre. Oui, juste quelques mots introductifs. Donc nous allons être tous amenés à voter l'EPRD au mois de décembre. Alors, premier commentaire, hein, c'est qu'on peut tous que se réjouir de l'assainissement des comptes publics, hein, puisque l'ONDAM a été respecté pour la 8e année consécutivement en 2017. Donc ça, c'est évidemment un aspect extrêmement positif. Je vous rappelle aussi que sur les dépenses de la sécurité sociale, on a un désendettement massif de 14 milliards d'euros en 2017. Donc tout ça est évidemment, du point de vue du citoyen, un élément très très positif. Sur l'EPRD, j'ai quelques questionnements. Premièrement, 2017, nous n'avons pas, dans la plupart des hôpitaux, l'atterrissage 2017, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en 2017, puisqu'on aura les comptes début d'année 2018. Et je vous rappelle que là non plus, nous n'avons pas encore le dégel des crédits du coefficient prudentiel, ce qui fait que, évidemment, on est encore dans une incertitude. Alors maintenant, si on regarde simplement les actions 2018, le calendrier, on est évidemment que sur du prévisionnel. On a l'ONDAM, ça qui est bien fixé à 2,3%. On a des incertitudes sur beaucoup de points. Je ne parle pas de l'augmentation de la CSG, des aléas techniques sur les établissements qui sont vieux et pour lesquels les contraintes de sécurité sont extrêmement fortes. Et puis évidemment, sur tous les points que nous allons discuter, sur les nouveaux
nouvelles organisations médicales, et notamment sur l'organisation des parcours. Donc tout ceci m'amène sur le deuxième commentaire en disant qu'il y a probablement une grande hétérogénéité d'un établissement à un autre, probablement des situations plus faciles lorsque les établissements sont en situation financière favorable, et probablement beaucoup plus complexes sur les établissements qui ont des situations d'emprunt considérables. Il n'en reste pas moins vrai que sur le petit tour de table que j'ai pu effectuer dans tous les établissements publics et hospitaliers, il y a une dégradation considérable, malgré tous les efforts réalisés, des principaux indicateurs. Je pense essentiellement à la capacité d'autofinancement net, je pense à la marge d'exploitation brute, qui fait que les hôpitaux publics, à mon sens, vont être dans une situation 2018 très complexe et très compliqué, avec un challenge, soit nous augmentons effectivement les activités, quitte à les augmenter de façon non éthique, de façon parfois, c'est-à-dire qu'il y a parfois des augmentations d'activités qui peuvent être un peu complexes, soit avoir des EPRD avec des augmentations de la valorisation dans certains EPRD qui sont majeurs. Je vous rappelle qu'actuellement, sur une augmentation d'activité d'environ de 4%, on n'a qu'une valorisation de 1%. Ce qui me laisse... Non, mais c'est à peu près... Non, je dis simplement, si vous augmentez de 4% votre activité, alors tout dépend du volume effectivement initial, on a probablement une augmentation de la valorisation simplement de 1%. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce qui se passait globalement dans vos établissements et savoir si vous avez une position plutôt de réserve sur vos votes ou au contraire d'acceptation définitive sur vos votes. Juste avant, moi je voudrais répondre sur le fond. Le fait qu'on fasse le PRD au 31 décembre, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le ministère. Donc de toute façon, on fait avec, c'est la loi, on n'a pas le choix. Les directeurs, c'est exactement comme une boule de cristal. Ils ne peuvent pas faire de prévision de recettes, puisque le compte financier, en tout cas la version recettes, c'est au mieux mi-février, quand le DIM a fait sa clôture au 31 janvier, il faut aller vite. Et en général, à la direction des finances, sur les charges, ils sont rarement prêts avant mars. Ce qui fait qu'avant, on faisait le PRD le 30 avril, vous vous souvenez, et le 30 avril, on avait au moins ce qu'on appelait la projection du cookies mix, puisque la circulaire budgétaire qui donne les tarifs, elle paraît toujours le 28 février. Donc le DIM pouvait vous faire une valorisation avec le cookies mix de l'année d'avant, avec les tarifs de l'année, donc volume N-1 et tarif année N. Donc ça, le DIM pouvait le faire, mais on ne pouvait le faire que là, ce qui fait que de toute façon, même les EPRD qu'on a signés au 30 avril, ils étaient quand même... Voilà. Donc moi, je pense que c'est de toute façon de la boule de cristal. Sur le principe du taux de marge brute, nous, on est bien au courant, puisqu'on est allé quand même il n'y a pas longtemps au Copermo. Donc, on sait que les CHU, ils sont entre 4 et 4,5 et que la cible du ministère, c'est toujours 8, qui est totalement inatteignable par personne. Et d'ailleurs, quand on dit 8, moi, pour être allé au Copermo le 26 septembre, on n'a pas du tout entendu parler de notre affaire de taux de marge, coefficient de marge brute qui était en dessous. On nous a plus reproché, puisque nous, on a un gros projet d'investissement. Le seul reproche qu'ils nous ont fait, c'était l'impaction des emprunts sur un nombre d'années limité, en nous demandant d'augmenter de 2 ans pour que l'impaction de l'emprunt ne soit pas trop importante. Donc, je vais vous donner la parole, mais de toute façon, pas le choix. Le deuxième point, c'est de se dire, est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on ne vote pas ? Ça, c'est des choses qui sont vues avant. Nous, on a un plan pluriannuel de retour à l'équilibre. C'est un peu comme les comptes de la Sécu, c'est 2021. Cette année, en tout cas, nos indicateurs sont plutôt très positifs par rapport à l'année 2016. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, qui suis allé avec le DG défendre le projet Copermo, étant entièrement d'accord. Donc, c'est vrai que ça dépend des situations locales, mais il faut vraiment se dire que les directeurs, ils n'ont pas une grande lisibilité, que ce qui est important, c'est la décision modificative qui passe en juin. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Tu avais le micro, là. C'est la décision modificative après.
Bon, tu viens de tout dire. Voilà. Mais non, mais je voulais répondre. Tu viens de tout dire. En tout cas, moi je ferai voter contre le PGFP une fois de plus, parce que c'est un leurre. L'Ondam qui est resté, c'est pas vrai, parce que in fine, c'est une diminution, voilà, et ça va devenir intenable. Moi je peux t'assurer, hier soir, j'avais tous mes PCME locaux, mes 12 qui étaient là avec le DG. La situation devient extrêmement tendue. C'est juste pas possible qu'on continue comme ça avec des investissements. On a un taux de vétusté qui est de 60%, qui est supérieur à tous les autres CHU de France. C'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, si on cautionne ça, on n'est plus représentant de la communauté médicale. D'ailleurs, c'est une question annexe, mais qui est importante. Notre position de président de CME est schizophrénique. Parce qu'on fait partie de la gouvernance, mais on représente aussi la communauté médicale. Et moi, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cette schizophrénie, parce que faut faire attention à ce qu'on fait. On est représentant de notre communauté, et en plus, on valide des choses. Alors, attention. Oui, mais enfin, bon, moi j'ai déjà prévenu. On les valide en directoire. Non, mais moi, je partage votre avis d'inquiétude actuelle, parce que, comme tu le disais il y a un instant, l'augmentation d'activité n'aboutit pas, on fait tous les ans plus de 3%, on a une valorisation qui est moindre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'ira pas au ciel en termes d'augmentation d'activité. On commence à plafonner. Et moi, je regardais très en détail les résultats cette semaine de notre CHU à Grenoble, en particulier dans les domaines chirurgicaux concurrentiels. On est en difficulté. Je suis ravi qu'on ait un orthopédiste là, parce que vraiment, on est en difficulté dans plusieurs disciplines. Ça, c'est la première chose. D'autre part, on a développé l'ambulatoire, ok, mais on valorise moins sur l'ambulatoire que sur le conventionnel. Et sur le conventionnel, on est en difficulté. Hein, notre ambulatoire, ok, mais notre conventionnel, ça ne va pas. Troisièmement, tu as raison, le ratio de vétusté, nous on est entre 77 et 80% selon les années, et en termes de matériel, en termes de biomédical, c'est une catastrophe, hein, on n'est pas au niveau. Moi j'ai du matériel qui date de 12 ans, de 15 ans dans certains blocs opératoires, je pense que vous avez les mêmes problèmes que nous, donc moi je mets aussi en garde notre communauté. Actuellement, on ne pourra pas continuer comme cela, et alors j'ai obtenu là une aide de l'ARS récente, mais ponctuelle. Mais je pense que chacun d'entre nous essaye de quémander évidemment des aides sur le biomédical, mais ça ne va pas aller très loin. Et moi, je suis sur le point de, comme toi en CME, d'alerter notre communauté médicale, parce qu'ils ne nous comprendront pas si on ne les alerte pas. Alors, juste pour dire, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Simplement, il y a 3 ans, Guy Moulin avait proposé qu'on ne vote pas le PRD. Moi, j'avais voté contre Marseille aussi. Je crois que les autres villes, tout le monde avait voté pour. Oui. Et après en directoire, puisque... Non, il ne suit pas, mais je veux dire, on avait voté contre. On n'a pas forcément vu... c'est vrai que ça fait un signal qui reste local auprès du directeur général, mais on n'a pas eu de changement et il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça. Et effectivement, qui parmi vous a un EPRD qui, à la fin, quand on regarde ce qui s'est réellement passé, puisque c'est quand même une évaluation prévisionnelle, et ce qui était exactement. Donc c'est un jeu de dupes et une tricherie au départ. Ah non, ça c'est sûr, mais... Alors, Olivier. Alors, plusieurs points. Le PGFP, c'est une vaste fumisterie, puisque chaque année, il y a des tas de choses qui changent. Donc nous faire un PGFP sur 5 ans, voire même 8 ans, ça ne sert à rien. Bon, c'est incontournable, c'est comme ça que c'est décidé, bon, mais c'est vraiment le truc qui ne sert à rien, qu'on est certain de ne pas pouvoir tenir. C'est obligé. Chaque année, nous avons un grand boom au 1er janvier qui nous implique des dépenses supplémentaires, ou qui nous implique soit les grilles salariales, soit des mesures nouvelles, pour les urgentistes, pour les internes, pour les externes, pour plein de choses, et on se retrouve avec d'emblée 10, 12, 15 millions de dépenses supplémentaires qui ne sont donc pas dans le PRD, puisque le PRD, il est fait pour le 31 décembre. Donc les EPRD sont intenables. Nous avons, il y a 2 ans, voté contre le PRD, et nous avons assorti cette mesure d'un refus de tenir la moindre CME tant qu'il n'y ait pas eu une réponse. Et ça a quand même un petit peu fait bouger les tutelles, et on a obtenu 6 millions d'euros. Alors c'est beaucoup, pas beaucoup, peu importe, mais au moins ça a fait réfléchir sur une action en disant si on fait ça, c'est pour telle et telle raison.
Et nous avions un argumentaire, comme vous pouvez tous l'avoir, qui était bien fourni, et on a été entendu par le ministère, et je dois dire que la personne qui a été la plus aidante à cette époque, c'est Raymond Lemoigne, l'actuel directeur du CHU de Toulouse, qui était directeur de cabinet adjoint d'une ministre dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, je ne sais plus comment elle s'appelait, la ministre de la Santé. Ah oui, pardon, ouais, j'ai oublié, je suis désolé. J'ai oublié. Et voilà, mais ce que n'arrive toujours pas à comprendre les tutelles, c'est que tout le monde nous dit l'activité, c'est pas une bonne chose, mais augmentez vos recettes. Et comment peut-on augmenter les recettes si on n'augmente pas l'activité ? C'est un cercle vicieux. Alors, bien sûr que l'ambulatoire, c'est indispensable. Il y a des définitions pour établir tel type de chirurgie en ambulatoire. Là encore, l'objectif que nous fixent les tutelles de dire vous devez faire 30% d'ambulatoire, il est stupide. On doit faire 100% d'ambulatoire pour les cas qui relèvent de l'ambulatoire. Mais un CHU, bien évidemment, a d'autres activités que l'ambulatoire. Et donc, on ne peut pas avoir, entre CHU d'une part, entre CHU et CH, et entre CHU et établissement privé, le même taux d'ambulatoire. Ça ne sert à rien. On aura toujours des activités de recours extrêmement particulières. On aura ce que ne font pas les autres, la prise en charge des gros obèses. Oui, mais attends, mais je parle de ce que nous, en tant que médecins, nous devons tenir comme discours. Donc les EPRD ne sont pas tenables. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui compte ? C'est les bonnes relations que l'on peut avoir avec l'ARS. Et donc nous, on a changé de directeur d'ARS et on a enfin quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. C'est un médecin, donc ça sert quand même s'il n'a pas exercé depuis longtemps. C'est l'ancien directeur général de la santé. Donc il a quand même une véritable écoute, et sur 2 points très précis, il nous a beaucoup aidés. Et donc, pas forcément en nous donnant de l'argent, mais sur 2 points très précis. Et donc, dans ces conditions, nous, on a dit, écoutez, de toute façon, on sait les limites de l'EPRD, donc on le vote, on s'en fout, on sait qu'il ne sera pas tenu. Voilà, simplement, ce que l'on exige, c'est qu'on ne nous demande pas des efforts de restructuration qui deviennent intenables. Et ça, je ne suivrai pas. Et donc, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Je voudrais juste faire un petit commentaire de 20 secondes avant de donner la parole. Ce qui est très important en CME, c'est de vérifier que vos dépenses de groupe 1 et vos dépenses de matériel ne sont pas compressées par le reste. Et ça, nous, c'est vraiment notre vigilance. C'est-à-dire qu'on dit, on fait des travaux. Oui, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, il disait c'est 0% les dépenses du personnel médical parce que j'ai besoin de faire mon amortissement, évidemment, je vote contre. Ça ne sera pas ça. Et le deuxième point, comme ça a été dit, en tant que président de CME, ça dépend des rapports qu'on a avec son directeur. Moi, le mien, maintenant, il m'invite. Il y a ce qu'on appelle quand même le dialogue interne de gestion de l'hôpital avec l'ARS, et c'est des points qu'on peut aborder. Alors, on va essayer de conclure sur ce point. Je vous donne la parole, vous êtes 3. Oui, je voulais dire que j'étais à peu près du même avis qu'Olivier, mais moi, je voudrais avoir une position nuancée. Je pense que la plupart des directeurs généraux de CHU sont dans le même bateau que nous. Bon. Premièrement. Deuxièmement, ne pas avoir une vision comptable du PGFP ou de l'EPRD, c'est-à-dire on n'a pas besoin, vous venez de le démontrer, puisque un certain nombre de champs de facturation, recettes ou dépenses ne sont pas connus au moment où on le signe. Donc on ne peut pas avoir la vision d'un expert comptable. C'est la gestion même du flou. La gestion du flou. Le troisième point, c'est l'efficacité politique. Si c'est s'opposer et voter non alors que ça n'a aucune conséquence, je pense que premièrement, ça nous affaiblit, et deuxièmement, ça nous met au rang des syndicalistes dont on décrit le mauvais sens politique. Donc finalement, la solution est dans la guérilla du quotidien. C'est-à-dire que dans les mesures rectificatives, là, nous ayons bataillé en amont pour dire si pour valider à terme, vous dites année investissement blanche, pas question. Si, voilà, c'est dans la guérilla du quotidien, et c'est là qu'on voit le jeu de voilà. Voilà. Ou de l'obtention des dépenses de matériel déléguées, là on peut jouer sur celle de juin. Mais effectivement, celle de décembre, on s'en fout. Alors, oui, il y a un étau qui est en train de se constituer, qu'on vit tous. Majoration de l'ambulatoire, diminution des recettes, proposition de restructuration avec diminution du capacitaire, sachant que la diminution du capacitaire nous met mal en point par rapport aux cas complexes que nous recevons. Alors ça, c'est l'étau. Et je crois qu'à un moment, il faut un peu se bagarrer vis-à-vis de ce prêt-à-penser. Et le deuxième point
concernant les équipements, plus nos équipements sont, comme tu l'as dit, obsolètes ou vétustes, plus notre taux d'attractivité vis-à-vis des jeunes praticiens diminue. Et là, j'allais dire, on a des départs. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais nous, on a pas mal de départs. Oui, non, justement, le point que vous donnez rejoint ce que j'allais dire de façon très simple. Oui, le PRD de décembre, enfin, ce qu'on a constaté chez nous, il est parfois à la limite de la sincérité. Bon, très bien. Alors, en même temps, moi, je considère quand même que le fait d'être en avance, enfin, le fait de ne pas être en retard, comme ce qu'on a connu avec des EPRD qui tombaient au mois d'avril, mai, c'est quand même plutôt un processus vertueux que d'être dans une anticipation minimale. Donc ce qui devrait accompagner cet EPRD d'automne, ce serait d'avoir, je dirais, un peu moins de boules de cristal et un peu plus donc de certitude sur les tarifs, etc. Donc de façon à avoir vraiment les billes pour construire un EPRD. Et deuxième point, je suis d'accord, enfin moi je suis vice-président je suis le président de la sous-commission équipement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. L'argument est, nous on est sur un EPRD -4 qui finalement prend -7, donc avec du coup un atterrissage à -11. Mais on garde intacte la capacité d'investissement de matériel médical, parce que l'argument principal, c'est de dire attractivité médicale, ça consiste à avoir tel pourcentage. J'avais utilisé vis-à-vis de la direction générale, il y a un rapport de l'IGAS qui commence à dater un peu maintenant, il est de 2011, qui donnait la cartographie des investissements médicaux et bâtiments, etc., sur l'ensemble des établissements français, et qui est super intéressant. Et du coup, dernier élément, je trouve que ce serait intéressant que l'on partage nos ratios investissement médical, chiffre d'affaires. Oui, même si nos établissements ne sont pas toujours comparables, etc. Il y a les dépenses de personnel, il y a les dépenses matérielles. Oui. Alors je parlais, voilà, les deux, hein, médecine, le médecine et l'humain. Alors on a une question là, une autre question, puis j'aimerais bien dire un mot sur la partie de Sylvia. Juste en 2 secondes, je veux simplement rajouter ce que j'ai entendu tout à l'heure, et c'est pour moi difficilement entendable. Ça n'a pas de rapport. De dire je m'entends bien avec mon DG et tout ça. C'est pas notre. Enfin, je veux dire, c'est très bien. Moi, je m'entends très bien avec Martin, mais chacun a son rôle. Faisons attention à la manière dont nous représentons, parce que bientôt on sera disqualifié, sinon, vis-à-vis de nos communautés. Et si on veut justement emmener nos communautés et leur faire comprendre certaines choses, voilà, il y a de l'information à faire. Moi, je ne suis pas le directeur général, je ne suis pas le directeur de l'ARS, on peut bien s'entendre avec lui, moi j'ai aucun souci, je veux aussi faire pas, mais chacun dans son rôle. On est là pour représenter la communauté médicale, et de l'autre côté, faisons attention, parce qu'à ce moment-là, on doit changer complètement nos statuts et qu'il y ait une gouvernance différente et qu'on soit des directeurs médicaux, et là, c'est plus pareil. Alors, une dernière phrase, et je voudrais parler des documents de Sylvia Benzakem. Oui, je rebondis sur ce que disait Laurent il y a un instant sur le capacitaire, parce que c'est un message que commencent à faire passer en effet les directeurs. Parce qu'en effet, je ne sais pas comment c'est dans vos établissements, on a des DMS qui s'allongent dans certaines disciplines médicales surtout, donc avec des IP-DMS dégradés. Et le message de la nôtre, mais je crois que c'est le message de plusieurs directeurs, c'est qu'il faut modifier notre capacitaire, éventuellement créer du SSR en interne. Moi, j'entends ce message depuis quelque temps. Parce qu'il faut évidemment rétro-pédaler sur le DMS. Donc ça, c'est un vrai débat qu'on doit avoir entre nous. Parce que, comme tu le disais, on a aussi des malades complexes et que ce n'est pas simple à gérer, cette affaire-là, avec évidemment polypathologie, vieillissement, etc. Donc là, actuellement, c'est quelque chose qui apparaît. C'est le message de la DGOS. Donc justement, je voudrais rebondir sur une des questions que vous avez posées tout à l'heure, qui va me renvoyer sur les documents qui ont été adressés par Sylvia Benzakem. Alors moi, je les ai eus, je pense que vous les avez tous eus, parce que c'est parti de secrétariat CME. Alors il y a beaucoup de choses, et comme moi je suis venu en train, j'ai lu tout, le texte, les diaporamas. Ce qu'il faut retenir, il y a 2 choses. Sylvia vous a proposé, il y a un petit diaporama qui s'appelle les indicateurs qualité 2018, dans lesquels il y a 8 plaques. Moi, je les ai mis, moi j'ai une CME lundi, donc la personne qui s'occupe de la qualité va les présenter parce que c'est très important. Je vous rappelle qu'à partir de l'année prochaine, si tant est qu'un jour il y ait une réunion mairie, parce qu'on n'est pas venu là-dessus, mais je m'en suis ouvert à Lionel Collet, nous ne faisons plus de réunions
pour avoir le Coreta ou le mairie. Ça n'existe plus depuis maintenant janvier 2017, hein, donc je m'en suis ouvert tout à l'heure à Lionel Collet. Je crois qu'il va falloir quand même qu'on y retourne. Quand on va fixer tout ça, les tarifs, donc il va y avoir il y a eu une expérimentation sur comment les indicateurs de qualité peuvent pondérer ou ramener de l'argent supplémentaire, et ça a été fait à petite échelle. Là, ils vont le généraliser, et ils vont le généraliser avec du plus ou avec du moins. C'est-à-dire les gens qui auront de mauvais indicateurs, ils perdront encore de l'argent. Donc je pense qu'en plus, ceux-là sont assez cohérents. Le deuxième gros diaporama, et qui est un diaporama pour l'instant prévisionnel, c'est les indicateurs de mortalité. Parce que la DGOS veut des indicateurs de mortalité. Donc ça, c'est un vieux serpent de mer. Ça existe aux États-Unis depuis les années 70-75 avec des biais énormes. Moi, quand j'étais à l'HAS, avec des biais énormes, c'est-à-dire que si vous suivez les coronaropathies, vous allez mettre tous vos moyens sur la coronaropathie pour avoir de bons indicateurs, et puis les mecs à côté vont mourir de toutes les autres pathologies. Ça a été démontré aux États-Unis. Si vous prenez 15 pathologies traceuses ou 10 pathologies traceuses, eh bien, les hôpitaux s'adaptent, surtout chez eux, et ils mettent tout le paquet sur ceux-là, et ceux qui ne sont pas dans les pathologies traceuses, ils peuvent mourir, quoi. Voilà. Donc, pourquoi pas, avec un indicateur qui est un indicateur global de mortalité à 30 jours après l'admission. C'est pas très clair, parce que ça serait peut-être à 30 jours après la chirurgie, hein, plutôt qu'après l'admission, mais enfin maintenant, on peut considérer que ça chevauche. Donc ça, je crois que c'est à lire. Et dernier point, parce que vous avez dit, ça je voudrais, c'est important, vous avez dit, bah oui, il n'y a qu'à faire de l'activité, pour faire de l'activité, il n'y a qu'à multiplier les trucs ou faire n'importe quoi. Non, il y a un point sur lequel on est tous d'accord ici, et ni M. Bengler ni Sylviane sont là, mais on les a mandatés, sur la pertinence. On est tous d'accord qu'on accepte d'être piloté à la pertinence, parce qu'on sait, enfin c'est mon avis, que dans les hôpitaux publics, a priori, c'est pas là où il y a le plus de problèmes. Je le dis comme ça, comme je le pense. Donc moi, comme elle, je pense qu'il faut qu'on définisse des indicateurs de pertinence des actes, pertinence des soins. Je prends un exemple très simple, hein. Si vous voulez augmenter votre ambulatoire en orthopédie, vous faites deux actes, comme font les cliniques, une arthroscopie diagnostique et une arthroscopie thérapeutique. Moi, je dois avoir des orthopédistes particuliers, ils font le truc dans le même. Donc, ils n'arrivent pas à le faire. C'est pas bon, mais c'est mieux pour le malade, non? Excuse-moi, à un moment donné, c'est pas bête de se dire ça. Donc, c'est vrai que la clinique en face, elle fait 2 actes en ambu. Hein. Donc, ce que je veux simplement dire, ou la clinique en face, par exemple, fait ressortir tous ses patients avec des attelles, ils reviennent le lendemain en ambulatoire pour être traités, alors que nous, très souvent, on les garde une nuit, si on a un lit, enfin, voilà. Bon. Donc, puis vous savez très bien que nos malades à nous, ils ne sont pas dans un rayon de 5 km, il faut avoir des solutions à ça. Il y a l'hôtel hospitalier, et l'hôtel hospitalier, c'est une vraie solution. Hein. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le Copermo, il ne regarde que 3 indicateurs. Votre coefficient de marge brute, votre IPDMS, et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Courrèges, parce que moi j'étais pour tout dans le médical ce jour-là, voilà, il ne regarde que ça, hein, et la capacité d'autofinancement. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que nous derrière, on a la pertinence, et qu'on acceptera toujours que dans dans les indicateurs de qualité, on ait des indicateurs de pertinence des soins. Alors c'est dans le texte Word, enfin dans le PDF de Sylvia. Donc, vous avez 3 gros documents, hein. Le PDF, un gros diaporama sur la mortalité qui est très fouillé, qui vient de l'HAS avec toutes les expériences nord-américaines, et un tout petit diaporama que je vous conseille quand même de passer à vos médecins, parce que quand ça va nous tomber dessus au mois de mars, et qu'on va se retrouver à leur expliquer que si on veut toucher X euros, et pas n'importe quoi, de plus, alors c'est le délai d'envoi du courrier, enfin ça reste des indicateurs tout à fait connus, hein. Le diapo de Sylvia, c'est les indicateurs validés, il n'y a pas la mortalité. Donc je vous engage, bon elle n'est malheureusement pas là, je le regrette, on lui donnera la parole une autre fois, je vous engage vraiment à parcourir un peu ces documents et peut-être à bien regarder celui qui comporte que 7 diapos, parce qu'il est tout à fait gérable dans une commission médicale. La semaine dernière, il y a 10 jours. Le secrétariat de la conf l'a envoyé il y a 10 jours. En début de semaine. Ouais. Ça s'appelait secrétariat CME. Alors il faut insister beaucoup sur la... Sur la pertinence. Il y a eu un colloque HAS mardi
avant-hier sur justement la pertinence. Et vous savez que la ministre, Madame Buzyn, a fait plusieurs interventions sur la pertinence. Or, s'il est un domaine qui est vraiment dans nos mains, à la différence de l'EPRD et plein d'autres choses, c'est bien la pertinence. C'est donc nous, les médecins, qui devons être les acteurs et arriver à ce que chacun, dans nos disciplines, en partenariat avec les sociétés savantes, nous arrivions à définir des indicateurs qui paraissent pertinents pour chaque spécialité. La mortalité peut en être un. Dans ma spécialité, il n'est absolument pas pertinent pour un certain nombre de raisons. Et donc comparer des mortalités hospitalières en néonatologie d'un service à l'autre, si on ne regarde pas le type de recrutement et le glissement entre les avortements thérapeutiques, par exemple, et puis les accompagnements à la naissance, ça ne veut absolument rien dire. Donc la balle est réellement dans notre camp. Je pense qu'effectivement, on a probablement moins de risques dans la plupart de nos CHU que dans certains établissements privés, avec les exemples que viennent de donner Alain. N'empêche qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et les tarifications à la demande de tout le monde vont évoluer. Si nous ne nous mobilisons pas pour aider à la pertinence, on risque de nous imposer, là encore, des processus très technocratiques qui vont venir de la TIH ou de je ne sais trop qui, et on n'aura de nouveau que nos yeux pour pleurer. Donc la balle est réellement dans notre camp et il nous faut agir très très rapidement. C'est vraiment fondamental. Il faut que nous nous mobilisions. Nos collègues y sont quand même, que ce soit Christian Bengler, que ce soit Sylvia. Sylvia et Christian font un gros travail. Oui, ils y sont. Ils envoient toutes les infos. Là, j'avais même un diaporama. Alors, je vais voir avec Delphine, parce que visiblement, le mailing, on vient de regarder, c'est bien un mailing important, mais il n'y a pas tout le monde. Donc, il faut que ce soit diffusé, ne vous inquiétez pas. Mais il y a même les indicateurs développés par l'HAS. Il y a un PowerPoint sur les indicateurs futurs de l'HAS. Et moi, avec moi, j'avais amené dans le train un truc que j'ai reçu de l'INCa sur les indicateurs qualité en cancérologie. Donc, je crois vraiment, je sais bien que la CME, des fois, on trouve que l'ordre du jour, quand on fait l'ordre du jour, c'est beaucoup la qualité. Vous savez bien, ce fameux débat qu'on avait eu après la loi HPST. Non, on a plus que ça depuis la nouvelle loi de modernisation des systèmes de santé. Mais enfin, voilà, je veux dire, c'est bien, honnêtement, de temps en temps, c'est quand même bien d'en parler parce que les gens font toujours les mêmes remarques, celles que vous avez faites. L'ambulatoire, de toute façon, à séjour égal, c'est moins payé, etc. Bon, donc, à un moment donné, si vous voulez, on doit rester dans une prise en charge correcte. Si l'acte doit être fait en ambulatoire, il doit être fait en ambulatoire. Hein, vous le savez, moi je ne crois pas du tout, comme dit le Copermo, qu'on fera 75%, puisqu'ils me l'ont dit l'autre jour, 75% de l'activité médicale, j'ai dit médicale en ambulatoire. C'est absolument impossible. Par contre, qu'on puisse avoir une réflexion sur une durée de séjour avec une sortie précoce du malade dans une filière et dans un parcours, avec peut-être intervention de l'HAD ou intervention d'autres choses. Je vais vous prendre un exemple que je peux connaître, vu ma spécialité. Je reste intimement persuadé qu'une BPCO en décompensation, ça peut sortir de l'hôpital à 2 jours et demi. Pourquoi ? Parce qu'à 48 heures, ceux qui s'aggravent, ils sont aggravés. À 2 jours et demi, il n'est pas du tout stabilisé, mais il peut aller en HAD, il peut aller dans une structure qui lui permet de sortir. On n'a pas besoin de garder une BPCO 8 jours pour faire des aérosols. Je le dis puisque je peux avoir été un peu pneumologue et l'être toujours. Donc, à un moment donné, c'est la même chose pour l'insuffisance cardiaque, et il en a parlé, Cécile Courrèges. L'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique, c'est des malades qui reviennent souvent. À nous de nous organiser en amont et en aval pour que l'hôpital ne soit là que dans une prise en charge aiguë. Ça, je pense qu'on peut le faire avec des critères de qualité et des critères de pertinence de prise en charge. Mais il n'empêche qu'on ne peut le faire que pour un nombre donné. Voilà, je vais peut-être être on time, Monsieur le Président. On time, il faut qu'on montre l'exemple. Je te laisse conclure, peut-être. Oui, mais toi, ce serait bien que tu me dises dans quelle salle je les envoie. Alors... dans quelle salle ? Parce que je ne sais pas. Il y a donc 3 thèmes. Tout ce qui est autour du territoire, le CHU en réseau, voilà, qui est ici. Parce que je pense que c'est là où il y aura le plus de monde. Ceux qui sont intéressés, voilà, je dis, il faudra nommer d'emblée un rapporteur, quelqu'un qui se colle à, voilà, à animer les choses. Voilà. Ce qui va nous permettre d'ailleurs de tester. Je regarde les messieurs de la technique, le PC qui est là, parce qu'il va falloir qu'on commence à travailler dessus. Le label CHU est dans une salle qui est à l'étage, qui est la salle du conseil d'administration de la chambre de commerce. Et un peu plus loin, de l'autre côté de la salle d'accueil, il y a une dernière salle qui est actuellement occupée par les doyens, qui vont libérer, où on parlera donc du statut. Voilà.
Olivier, toi, c'était le label. Donc toi, tu montes au premier étage. Voilà. J'ai pas bien compris le diaporama. Voilà. J'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose dans le diaporama. Le diaporama, j'ai repris le texte qu'il m'a envoyé parce que voilà. Comme j'étais avec toi le 2, voilà. Mais donc, il faut peut-être quand même qu'on dise que la prochaine conférence, c'est une conférence normale à Paris, un lundi, un mardi, un lundi pour le bureau, mardi pour la conférence. Je crois que c'est le 12 et le 13. La conférence, c'est le 13 décembre, donc on rentre sur un sujet qu'on vérifiera, que vous avez tous reçu, mais vous avez déjà demandé les dates 2018, parce que ça, c'est très important, les dates 2018, mais je sais que ça a été fait, parce que ma secrétaire, elle m'a fait mes réservations hôtelières, donc ça a dû être fait. Mais on va... oui, mais c'est bien d'envoyer des mails, Emmanuel, je suis... Enfin, voilà. Bon. Parce que je ne suis même pas sûr de me souvenir de mon code d'accès au site à titre personnel. Voilà. Allez. Voilà. Donc, on arrête. Et je pense qu'on n'aura pas d'invité le 13 décembre, si tu veux bien, parce que sauf demande précise, le 12 ou le 12 et le 13, je ne sais plus, parce qu'on va devoir débriefer sur le séminaire entre nous, et puis voilà. Ok, allez, à un peu plus tard.